DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il a la langue aussi bien pendue que Marco Ila-Amaritra. Salut Julien Parsinski. Bonjour à tous, j'ai reçu un meilleur accueil moi, mon bourrier. Il ne provoque jamais comme Jules Godin peut le faire. Bonjour Frédéric Bleues. Bonjour. Ses frappes vont toujours au moins 106 km/h. Salut Christophe Franken. Salut, j'entends, sujet du gauche. Et lui comprend Hein van der Zebroek comme personne. Salut Yves Teileman. Salut Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et le premier point concerne Anderlecht. Mais si on va se demander si Anderlecht a les moyens de ses ambitions, et notamment de terminer sur le podium, Yves. Quand on regarde le classement, on a l'Union avec 45 points, Saint-Tron avec 42, Bruges 41, puis Anderlecht 35, Malines 31 et la Gantoise 29 points complètent le top 6. Yves, c'est vrai que hier, la manière avec laquelle le Sporting a terminé le match était assez symptomatique des problèmes de ressources des Mauves. Ouais. Non, pour répondre à ta première question, je crois que pour le moment, il y a au moins trois équipes qui sont plus fortes qu'Anderlecht. On a déjà vu en coupe où ils se sont qualifiés, mais avec beaucoup de chance, avec une décision de l'arbitre qui a fait beaucoup de vagues. Donc je crois que, sauf si le fameux Sikan, le renfort ukrainien, est vraiment le Lukaku qu'on nous décrit en Ukraine, eh bien, je crois que ce sera très compliqué de terminer dans le top 3 pour Anderlecht. Christophe, c'est vrai que c'était quand même assez fou de voir le visage de cette équipe en fin de rencontre hier à Gand. Oui, c'était méconnaissable évidemment, parce qu'il y a des gars où on se disait quasiment il y a 3 jours, ils doivent partir, et finalement ils étaient titulaires ou presque, puisque Oscan est monté a fait quasiment un match complet. Mais et c'est vrai. Après, finalement, je trouve que les deux défenseurs prêtés là, qu'on disait catastrophiques. Ouais. Même la montée au jeu de Illich en coupe là jeudi, j'ai trouvé que le gars était quand même tranchant et tout. Ils n'étaient pas si catastrophique que ça, et j'ai pas l'impression que c'est ça qui fait perdre non plus le match. Pour moi, c'est la sortie de De Cat qui est irremplaçable à Anderlecht, c'est tout. Ça fait basculer le match, parce que on dirait qu'Anderlecht sans De Cat, il n'y a plus de milieu de terrain en fait. Que Saliba il court toujours beaucoup. La Verskaren, on a l'impression que c'est une moitié de Cat. Vraiment, physiquement, il n'est pas là. Et donc, il n'y a plus d'équipe vraiment. Tu parlais du classement, tu parlais de Saint-Tron, et finalement Saint-Tron, on en parle peu, mais ils ont une chance incroyable, ou en tout cas un bon travail, il faudrait voir. Ou de la réussite. Oui, mais il n'y a jamais de blessés quasiment. Il faudrait voir le nombre de fois où Wouter Vranken a pu aligner le même 11. C'est assez impressionnant. À Charleroi, c'est la même chose, Julien. Ouais, mais pourtant, c'était un problème il y a 2 ans, et puis ils ont changé le préparateur physique, et je pense que c'est pas de la réussite, parce que quand c'est des blessures musculaires à répétition, comme Charleroi avait connu il y a 2 saisons, c'est un vrai problème, et ça peut faire des différences, comme on peut le voir avec Saint-Tron là, cette saison. Et Charleroi joue quand même une fois tous les 15 jours sur un terrain qui est quand même de plus en plus difficile, pour ne pas dire le contraire. Saint-Tron joue sur un synthétique une fois tous les 15 jours, où on dit aïe aïe, les articulations, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les joueurs. Anderlecht joue par rapport à ces 2 équipes sur un billard, et malgré ça, c'est là où il y a le plus de blessés. Et donc je comprends. Pour moi, le mercato, je sais qu'Anderlecht a déjà beaucoup changé de choses à ce niveau-là, mais il y a quand même un gros problème qu'ils n'arrivent pas à avoir des 11 joueurs réguliers quand même, qui se blessent pas si souvent que ça. Donc ce dimanche, on avait quand même Hay qui était suspendu. Sinon, au niveau des blessés, Kana qui ne pouvait tenir finalement qu'une mi-temps, Yves qui était en grosse difficulté aussi face à Kanga, De Cat qui est sorti victime d'un coup, le changement d'Augustinsson très particulier quand même au bout de 3 minutes. Très bizarre. On savait qu'il avait eu des soucis musculaires, je crois, lors du mois passé. Il a joué contre Gand. Mais le fait d'enchaîner les matchs, visiblement, est compliqué pour lui. Il doit sans doute déjà avoir ressenti quelque chose pendant l'échauffement, parce que après 4 minutes de jeu, je crois, il a quitté le terrain. Très bizarre. Lui aussi, c'est un des gars qui, début de saison, pouvait partir. Maintenant, il est considéré comme un des joueurs clés d'Anderlecht. Il est dans la fameuse liste des capitaines. Inquiétant. Et puis on rajoute Lianzana, Struikens, Huerta et Ilai Kamara, Fred, que tu connais bien, qui n'était pas forcément le joueur le plus fiable athlétiquement parlant la saison dernière au Standard. Non, ça a priori, Anderlecht le savait. Pour revenir sur l'aspect physique, on sait que Besnikazi demande aussi beaucoup
à son équipe sur le plan physique. Peut-être que là aussi, il faut peut-être réajuster. S'il y a des joueurs qui sont fragiles, peut-être que Besnikazi doit aussi s'adapter à ça. Après, pour revenir sur la toute première question, est-ce qu'Anderlecht a les moyens de ses ambitions? Moi, je trouve c'est assez interpellant de voir que Saint-Tron, pour le moment, est meilleur qu'Anderlecht. Comparaison n'est pas raison, il est vrai. Mais je suis quand même pas certain que c'est uniquement les blessures ou les sorties sur blessures qui expliquent la défaite d'Anderlecht à Gand. Je pense que c'est un mal un peu plus profond à Anderlecht sur des gestions de match. C'est la faute d'Ein van Azenbroek. Oui, aussi, sur des gestions de match. Et donc, encore une fois, comparaison n'est pas raison. À Westerlo, il n'y avait que 3 absents, Camara, Hazard et Lansana. Non, pas Lansana, il y en avait un troisième, Augustinsson, et d'autres un peu de plus longue durée. Ils ont quand même pris l'eau, c'était un match en déplacement. Donc je pense aussi que c'est la gestion des matchs à Anderlecht qui pose souci. Et pas seulement... Les blessés sont sans doute une raison, mais pas l'unique raison. Ce serait trop simple de réduire les difficultés d'Anderlecht à ça. Yves? Non. Oui, non, je voulais juste dire par rapport à Azi, c'est vrai qu'il est exigeant, et je le trouve aussi dans sa communication un peu dur avec ses remplaçants. Parce qu'un coach, il est quand même là, il coach pas 11 joueurs, il aimerait bien sans doute, mais il coach 23 joueurs, voire plus à Anderlecht, et il les met dans ce qu'il dit. Moi, je serais un des remplaçants d'Anderlecht, j'entends ça. J'aimerais vraiment bien jouer tout le temps avec mes 11 mêmes, etc. Oui, les remplaçants, ben oui, c'est ça que j'en veux même pas presque à mon équipe parce que l'air de dire, mes remplaçants, ils sont pas terribles et je fais ce que je peux, quoi. Le coach, il est aussi censé mobiliser tout son groupe et que les gars, quand ils rentrent, ils soient prêts. On a beaucoup, et souvent, à juste titre, parlé de l'Union ces dernières années. Quand il y avait un changement à faire, le mec qui sortait du banc, il avait la rage parce qu'il disait, je vais prendre ma chance, je vais la saisir. Il sentait qu'il y avait une possibilité. Là, le remplaçant qui rentre, il se dit, je vais jouer jusqu'à ce que mon concurrent revienne, mon titulaire revienne, et puis je retournerai sur le banc et Azi m'insultera dans les interviews. C'est presque ça. Fred, on sait aussi que la gestion des remplaçants, finalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un coach. C'est ce qu'il y a de plus difficile, et je pense que les déclarations de Besnikazi, c'est aussi une manière de se protéger lui, puisque il peut toujours se réfugier derrière. Bon, vous voyez bien, j'ai un banc qui n'est pas assez bon. Bon, à un moment, je me dis toujours, c'est quand même très particulier ces coachs qui disent, on a quand même pas beaucoup de qualité. Il y a 30 joueurs dans le noyau à Anderlecht, ils savent plus quoi en faire, mais il n'y a pas encore assez. Enfin, parfois, je suis étonné des réactions des entraîneurs. Mais cette saison, évidemment, on est la saison du mois de janvier, du mercato de janvier, les coachs, subitement, qui eux, souvent, langue de bois face aux journalistes, là, subitement, ils disent, notre banc, ça va pas, oui, j'ai fait rentrer que 2 joueurs, parce que, regardez mon banc, et avec des jeunes, c'est vraiment les phrases typiques que vous retrouvez tout le mois de janvier, ça commence souvent mi-décembre, et puis là, vraiment la pression, le coup de pression sur la direction qui finalement commence à se poser des questions. Et peut-être qu'Azi doit se dire, parce que je ne l'ai pas trouvé si abattu que ça après la défaite. À Gand, je le croyais qu'il serait beaucoup plus nerveux et abattu. Je le trouvais assez serein presque. Il doit se dire, on se qualifie en coupe, c'est quand même le plus important des 2 matchs contre Gand du week-end parce qu'ils n'ont perdu que 1,5 points a priori dimanche. Et il se dit, et en même temps, j'ai remis un petit coup de pression à Olivier Renard et à toute la direction de se dire, on a sorti 4 millions là pour notre Ukrainien, mais encore un peu quelques millions pour un défenseur ou un milieu de terrain en plus, ça ferait pas de tort. Parce que pour moi, la priorité, c'est de trouver un milieu de terrain qui sait jouer avec ou sans De Cat, mais qui sait le remplacer, parce que c'est très compliqué. Liane Sana, c'est quand même une erreur de casting a priori. En tout cas, de ce que Azi dit et montre, c'est une erreur de casting. Alors que je me souviens avoir écrit, je crois, à la fin août, que Lansana était le meilleur transfert de Renard. Donc, Mais au début, il a bien joué. On dirait qu'il a repris son rythme de Eredivisie et qu'il est débordé par l'intensité de la Belgique. Mais c'est surtout quand Saliba a reçu sa chance qu'il a un petit peu sombré. Julien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de gardien Anderlecht avec Koseman? Parce que quand on voit sa sortie... Tu peux y aller, Romain n'est pas là, il va pas. Honnêtement... Non, le problème, c'est Ein van Azenbroek. Mais au-delà de Ein, non, mais honnêtement, c'est vrai que la sortie est totalement manquée. Et je veux bien que... alors, on va me renvoyer au Soulier d'Or où il a été élu meilleur gardien, mais c'est vrai qu'il a fait une bonne saison l'an passé. L'année passée, il a fait des exploits, vraiment. Voilà, mais il était en sur-régime. Là, honnêtement, je pense que c'est son vrai niveau. Il faut se souvenir aussi qu'Osemans, il était numéro 3 à un moment. Je me souviens qu'il y avait, dans un article de Romain, on le décrivait, les yeux aux larmes, limite, quand il a joué son premier match avec Anderlecht. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas programmé pour être titulaire dans un club comme ça, comme Jakers au Club Bruges, où, soit dit en passant, on a l'impression qu'il n'avait pas envie de capter un ballon vendredi contre la Louvière. Je pense que c'est des vrais problèmes de gardien, que ce soit au Club Bruges ou à Anderlecht. Yves, c'est vrai que dans les airs, c'est déjà pas forcément son point fort. C'est pas un gardien
gardien qui est très très grand. Ce qui s'est passé sur la dernière phase en coupe contre Gand, c'était aussi déjà sur une sortie aérienne qui était délicate. À Charleroi aussi, au match aller. On sent qu'il n'est pas dedans en ce moment. Ouais, je suis un petit peu surpris par. On s'acharne vraiment sur Kosemans, aussi sur les réseaux sociaux, les supporters et tout ça. J'ai déjà vu pire, Anderlecht. Mais tu as déjà vu. Et c'est vrai que c'est peut-être pas sa meilleure saison, mais de là à dire qu'il accumule les bourdes, je trouve qu'on est un peu dur avec lui. Mais il est quand même en difficulté dans le jeu aérien. Ouais. C'est quand même pour ça qu'à Bruges, quand ils l'ont formé, ils ont dit c'est vraiment un bon gardien, mais c'est un gardien de futsal, ils disaient. C'est un peu vulgairement. Ils ont dit et c'est ça quand on parlait d'exploit et de gardien de l'année et tout, c'était mérité, bravo à lui. Mais c'était surtout sur des sorties où il était comme un gardien de futsal presque, parce que la défense jouait très haut et il arrivait à jouer comme un libéro, à couper les angles et c'était assez brillant. Ouais, sur sa ligne, il est très bon aussi. Mais là, Anderlecht est parfois plus en difficulté, plus un peu, et puis les adversaires le voient. Et aussi, un des problèmes d'Anderlecht, il y a un manque de taille. Donc les autres équipes jouent beaucoup de power football, beaucoup insister sur les phases arrêtées parce qu'ils savent qu'il y a un manque de taille. Donc Kosemans, il est obligé de sortir parce qu'il y a peu de 1m90 qui vont dégager ses ballons. Et on sait que c'est son... Voilà, souvent les coachs adverses, ils ciblent le problème. Au Standard, on cible le côté gauche du Standard, et à Anderlecht, pour moi, ça devient malheureux. On cible le gardien qui est bon, mais qui a un gros manquement sur les sorties. Yves, pour finir sur le chapitre Anderlecht, un petit point mercato, donc avec l'arrivée d'une doublure justement pour Colin Kosemans qui est en train de se concrétiser. Ouais, le deuxième gardien de Schalke, Hekeren, qu'on ne connaît pas, qu'on devra découvrir. Je suppose que... C'est 6 mois par le Patro où il avait justement travaillé avec Justin Verlinden, l'entraîneur des gardiens actuel, le fils de Danny Verlinden. Donc à voir si le gars viendra en tant que numéro 2 comme l'était notre ami Kickenborg, ou si vraiment il voudra prouver qu'il mérite d'être le numéro 1. Et Anderlecht qui cherche toujours aussi un défenseur central. Ouais. On va passer à un autre Sporting, celui de Charleroi. La belle semaine de Julien Parsinski. Et du coup, Julien, on est à 3 victoires en 3 matchs, quand même, pour Hans Cornelis, avec un programme où il a eu Anderlecht à l'extérieur, Bruges et le Standard. Est-ce que du coup, on revoit un petit peu les objectifs de Charleroi pour 2026 et est-ce qu'on se prend à rêver un petit peu du côté du Mambourg? Mehdi Bayat, en tout cas, oui, parce qu'il a dit en zone mix qu'en 2006, Charleroi devait se donner... 2026, 2006, c'était la dernière fois qu'ils étaient en demi-finale. Je confonds, mais qu'il devait se donner... Enfin, il ne devait pas se fixer de limite. Puis lui est remonté un peu en disant que contre l'Union, donc le premier match de Cornelis, ils avaient pris 3 points, mais que la VAR ne leur avait donné qu'une unité. Donc, non, mais la confiance est là à Charleroi, et c'est vrai que Cornelis a donné un nouvel élan. Après, faut pas non plus oublier ce que Rick 2000 a fait, mais c'est vrai que Cornelis a su imposer sa patte sans vouloir tout modifier, mais on sent les joueurs un peu plus libéré. Honnêtement, Bernier, je l'ai rarement vu à un niveau comme ça. Mais d'ailleurs, quand il marque sa célébration, est-ce que c'est pas un clin d'œil à Rick 2000 presque un peu les menottes, l'air de dire j'ai plus les menottes et regardez ce que je sais faire quand j'ai parce plus. Parce que Rick 2000 lui faisait quand même confiance en le mettant souvent titulaire, mais s'il fallait sortir quelqu'un, c'était souvent lui. Off the record, il était quand même moins dithyrambique sur... faut le dire aussi, on va pas dire ce qu'il a dit, mais moi je me souviens d'un match de Charleroi où j'ai pu parler avec Rick 2000 off the record. C'était pas son chouchou quand même, faut le dire. Moi j'ai l'impression quand même que il en avait refait c'est lui qui en avait fait un titulaire indiscutable à Charleroi, parce que Mazou ne l'utilisait pas forcément. Mais c'est vrai que le problème d'Antoine Bernier, c'est que comme c'est quelqu'un de très gentil, les coachs... Non, puis il y a aussi la dimension physique quand même. Je trouve qu'autour de l'heure de jeu, ça commence à être un peu plus difficile pour lui. Ouais, mais c'est vrai. Mais là, il fait des différences. Contre le Club Bruges, il avait été impressionnant. Et puis là, le but est magnifique. Et moi, j'ai l'impression, sa célébration, il ne s'attend peut-être pas à marquer un tel but, et il est surpris. Mais non, mais c'est vrai que c'est le mérite de Cornelis d'avoir su relancer des mecs comme Bernier, comme Camara, comme Schedler qui étaient en difficulté. Dans ta prochaine interview avec Bernier, je veux savoir quelle était la signification de ce geste. Parce que la dernière fois que j'avais vu ça en Belgique, c'était par rapport à Modji qui était en prison et il y avait les soutiens. Alors, j'ai pas l'impression que c'est pour ça. C'est plus pour ça. Mais on va enquêter, on va creuser ça. Fred, c'est vrai que Hans Cornelis n'a pas forcément révolutionné ce que 2000 faisait, dans le sens où Julien, c'est quasiment la même équipe. C'est la même équipe, le même schéma tactique. Mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose quand même.
Ben, manifestement, Mehdi Bayat, qui au passage met un petit tacle à Rick 2000, a expliqué que le départ de Rick 2000 a un peu donné des ailes à certains. Et oui, apparemment, c'est la même équipe, c'est le même système. Et Hans Cornelis est assez intelligent dans sa communication parce qu'il a été interrogé sur 3 joueurs différents pour avoir un peu son avis et l'analyse de leur match. Pflück, Schedler et le troisième qui m'échappe, Van den Kerkhoff. Et à chaque fois, il est revenu sur c'est l'équipe, c'est le collectif. Et quand il a été interrogé sur le top 6, il a dit un bon vieux poncif match par match, ça ne mange pas de pain, ça passe toujours. Et ça, c'est assez intelligent dans sa communication. Là où Mehdi Bayat, et c'est le rôle d'un dirigeant, essaye de donner une impulsion positive à son groupe. Mais voilà, en fait, c'est à chaque fois le match d'après qui va compter, ou les matchs d'après, et comment Charleroi va gérer cette... Charleroi qui est passé quand même, qui fait la bonne opération au classement, 11e en début de journée, qui passe 7e. Et surtout, on a hâte de les voir face à des petites équipes, parce que là, ils ont joué que des gros. La semaine prochaine, c'est encore l'Antwerp. Après, c'est Saint-Tron. Et puis l'Union. Et l'Union en coupe. Et l'Union en coupe. Donc, on a hâte de voir aussi ce que ça vaut face à des petites Candidat au top 6, est-ce que tu les vois aussi enfin se qualifier pour cette finale de Coupe de Belgique que Mehdi Bayat attend des lustres? À la limite, je dirais qu'ils ont plus de chances de terminer dans le top 6 que d'éliminer l'Union. Je sais pas, tout est possible, mais je dirais, ouais, Cornelis, s'il continue sur cette lancée-ci, on connaît déjà le nom du prochain entraîneur du Club Bruges, non? Mais en tout cas, et c'est aussi un travail de tout un staff, parce qu'avec ses adjoints, donc De Failly et Mario Kunen, ils passent des heures à... Bon, après, vous allez me dire comme tous les staffs, mais vraiment à décortiquer les adversaires. Et là, il y a aussi la Patrick 2000 qui comptait pas ses heures. D'accord, mais je veux me faire l'avocat du diable. Est-ce que justement, Rick 2000, il n'était pas arrivé aussi au bout, dans le sens où, par rapport au message qu'il diffusait dans son vestiaire, quand ses joueurs voient qu'il avait été tenté d'aller à l'Antwerp, il n'est pas allé pour différentes raisons. Puis après, que son flirt avec Bruges ne se concrétise pas par un départ, comment faire après pour continuer à gérer son groupe? Parce qu'on sait que Charleroi est un club tremplin pour ses joueurs, mais aussi pour ses entraîneurs. C'est vrai que c'est peut-être cet intérêt de l'Union en octobre qui a cassé peut-être quelque chose dans le groupe. Et là, l'alignement des planètes fait que... et puis, Cornelis a aussi eu les bons mots. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une alchimie qui est en train de se créer. Parce que c'est facile de dire en conférence de presse on ne doit pas avoir peur du Club Bruges, on va le faire, etc. Mais en fait, ce qu'il dit et ce qui paraît de la langue de bois, ça se matérialise comme on n'a pas peur du Club de Bruges, ou les suspensions de Titraoui et Camara, c'est pas grave, j'ai confiance en Khalifi et Boukamir. Et qui a été très très bon. Et ça est très bon, et ça se vérifie en fait sur le terrain, c'est ça qui est étonnant. Et là, on a l'impression qu'il y a un état d'esprit, qu'il y a quelque chose qui se crée, on a hâte de voir jusqu'où ça ira. Je crois que c'est la plus belle semaine de Charleroi depuis la fin mai 1993. Quand ils éliminent Anderlecht. Quand ils éliminent Anderlecht, ils battent Anderlecht championnat et ils gagnent deux fois en demi-finale de la Coupe. Je sais pas, tu étais né 18 octobre 93, moi, ma date de naissance, donc je pense. Ah, donc t'avais quelques mois, dis. Mais en tout cas, moi, c'est ma plus belle semaine depuis que je couvre Charleroi. Yves avait encore des cheveux. Et ça permet d'avoir une petite pensée pour Robert Wassiège, qui était le mage de Charleroi à l'époque. Ouais. Et Zetterberg qui jouait pour Charleroi. Oui, prêté par une autre époque, on parle de Zetterberg, on va faire aussi un petit retour vers le futur avec le Standard et Teddy Thomas. Il est de retour en Pro League, Teddy Thomas. Est-ce qu'il peut changer le visage du Standard, Fred? C'est vrai que c'est le gros coup pour l'instant de ce mercato, et on l'a déjà vu sur le terrain au Mambourg. Alors, si un seul joueur peut changer toute la face d'une équipe, c'est qu'il faut commencer à s'inquiéter pour les autres joueurs, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'espère pour lui que ça ira. Le problème, c'est que sur papier, c'est toujours séduisant. Après, sur le terrain, on le voit avec Casper Nielsen, avec Thomas Henry. On va un peu épargner Marco Ilamaritra pour le moment, mais ça se vérifie un peu moins. Et troisième chose, en 20 minutes sur le match hier, Teddy Thomas a montré plus que les 10 autres, on ne va pas parler des polos, en 70 minutes. C'est assez inquiétant. Moi, j'ai été assez surpris, étonné par l'apathie de l'équipe. Dès le début, pas de répondant, pas de révolte, aucun joueur qui est sur le terrain où on peut justement attendre de gars un peu plus anciens comme
Nielsen, Marco, qui devait gérer autre chose que simplement jouer au foot. Il devait aussi gérer quelques sifflets. Mais il n'y a personne pour à un moment prendre ses responsabilités, dire aux autres, dites, ça va, on peut commencer à jouer, on ne mettrait pas un peu le pied. La première carte jaune tombe à la 84e minute. Je rappelle quand même que le Standard est l'équipe qui prend le plus de cartes rouges. Donc ça pose quand même beaucoup de questions sur la mentalité, surtout pour une équipe qui n'a pas les qualités pour passer au-dessus de son adversaire. Et le symbole, ça a été le million, on en a parlé vite fait. Les deux jeunes ont été meilleurs que les deux anciens au Standard. Donc, pour répondre à la question, Thomas est un gros coup. Sur papier, oui. Sur le terrain, on verra. Coup, tu l'écris comment ? La lecture de ses stats quand même à Reims, c'est 19 apparitions cette saison, 6 buts et 5 passes décisives. Il était encore capitaine au mois de novembre. On sait, Julien, que ça s'est pas très très bien terminé, notamment la saison dernière. Là, ça allait quand même mieux avec Karel Gerhardt, mais qu'il n'ait pas été retenu montre aussi que le divorce était consommé. C'est ce que j'allais dire. Et ce qui est dingue, on l'oublie peut-être, mais pendant que Reims se battait pour son maintien et préparait la finale de la Coupe de France, la direction lui a dit pars en vacances. Alors même s'il avait marqué le but de la qualif à Cannes en demi-finale de Coupe de France, mais ça prouve quand même que c'est un joueur qui a du talent, mais irrégulier. Puis ça se voit à sa carrière. Il a joué son premier match dans l'élite à 26 ans avec l'Union Saint-Gilloise, voire 27 ans. Donc je pense que sur des coups d'éclat, ça peut être intéressant. Mais en fait, l'équipe du Standard, elle aurait été top il y a 3-4 ans. Mais là, ça paraît un peu vieillot, un peu archaïque. Et c'était une anomalie qu'il soit virtuellement pas virtuellement, mais qu'il soit dans le top 6, parce que pour moi, cette équipe, elle n'a pas les qualités pour jouer les Champions Playoffs. Christophe, sur ce que tu as vu hier, comme le disait Fred, Thomas a fait une bonne entrée. Bien sûr, oui, mais justement, que Thomas, après si peu de temps de jeu ces derniers mois... Parce qu'il s'est quasiment pas entraîné avec l'équipe. Il s'est entraîné samedi, il a fait sa visite médicale vendredi, il s'est entraîné samedi, il a joué dimanche. À peine débarqué, il se dit... Appel au candidat. De la façon dont il demande directement le ballon et tout, il sait déjà... En fait, je suis déjà le meilleur de l'équipe. C'est moi qui dois être le leader technique directement de cette équipe. Ce qui est bien d'avoir ce garçon, mais ce qui quand même souligne aussi tous les manquements qu'il y avait avant. Et puis, je trouve que cette équipe, hier, quand on regardait le jeu, on a l'impression qu'il jouait en 4-6-0. Parce que finalement, Henry décroche tellement que ça devient un milieu de terrain. Il n'y a plus rien devant. Et alors, en perte de balle, c'est encore pire. Il joue en 4-5-0. Parce que Rafiki Saïd, il se dit que défendre, c'est un concept dont il a entendu parler. Il en a entendu parler, mais il se dit, il verra peut-être plus tard. Parce que on en parlait tout à l'heure avec Fred. J'ai déjà vu des ailiers qui faisaient un peu semblant de ne pas beaucoup défendre, mais qui se mettaient quand même un peu... Certains Eden H. Par exemple, il y a des moyens de faire un peu semblant. Mais alors là, lui, il ne fait même pas semblant de dire je n'ai pas le ballon, je ne joue plus, j'arrête. On verra bien si le ballon revient chez moi un moment, et là je rejouerai. C'est pas possible à ce niveau-là, et c'est encore moins possible quand on porte un maillot rouge et qu'on joue à Liège. En plus sur un déplacement à Charleroi. En plus dans un derby, un choc. Je trouve qu'il y a quand même un problème de mentalité, et qu'il y a trop de joueurs qui se disent, de toute façon, je suis tellement bon par rapport au reste de l'équipe, que je sais que je vais jouer. Il n'y a aucune concurrence dans cette équipe. Donc voilà, c'est facile. C'est là où c'est un peu inquiétant. C'est si les joueurs commencent à se dire, je suis assez bon pour jouer. Parce qu'en fait, ils ne sont pas assez bons. Et c'est ça fondamentalement le problème. Il y a un problème de qualité. Encore une fois, c'est un mercato qui a été fait et qui était intéressant sur base des noms, mais qui, sur le terrain, concrètement, doit être meilleur. Le symbole aussi de Saïd, c'est le premier but. Mort doit certainement être plus proche de Pflück sur le centre, mais il est mal pris parce qu'il voit Van den Kerkhoff qui fait un dédoublement, donc il ne sait pas bien où il doit se placer, il doit couvrir les deux positions, et on voit que Saïd revient un peu en sprintant au début, un peu en trottinant ensuite, et un peu en marchant pour finir. Ouais, Dan Dirks aussi, qui prend l'information, il voit clairement qu'il y a Scheidler qui est derrière, mais qui se fait avoir. Il a d'ailleurs assumé à l'interview. Il a assumé à l'interview. Ça a été compliqué pour lui. Ça a été compliqué, ça a été aussi compliqué pour... Fred, t'évoquais justement le mercato. Est-ce que la fenêtre de transfert du mois de janvier va permettre de réajuster certaines choses? Où en est-on? Donc on a déjà 2 arrivées en plus de Thomas. Et une troisième. Donc Mortensen, qui lui aussi est monté au jeu, qui, on peut imaginer, va remplacer Mort, parce que Mort a quand même bien souffert. Compassion quand même pour Tobias Mort. Et il est droit qui joue latéral gauche. Oui, mais qui dépanne, et c'est pas évident, mais on pense quand même que Mortensen là qui est là pour le coup un vrai arrière gauche. Normalement, ils doivent transférer cet après-midi, en tout cas, il devait passer sa visite médicale ce matin, le jeune Nguené de Nice, qui a 19 ans. Alors, pour rappel, le Standard cherchait un ailier, mais manifestement, lui, il se voit plus comme attaquant axial.
comprendra qui peut. Et a priori, le mercato entrant sera terminé pour le Standard et il faudra des sorties pour alléger un peu le noyau. Mais qui va sortir? Calu, quoi, Vita, ça va beau. Pas des titulaires selon le vœu de Vincent Huvrard, sauf si une offre vient sur la table. Mais quelle offre? Et plutôt des profils comme Cuavita, Saabo, Calu. Mais est-ce qu'ils ne doivent pas gagner un peu d'argent aussi sur ce mercato d'hiver? Est-ce que ce n'était pas l'idée quand même de la direction de gagner un peu d'argent? Financièrement, officiellement, le Standard doit en effet vendre pour 7 millions. Il pouvait engager il devait vendre plutôt pour 14 millions et pouvait engager pour 7 millions. Je renvoie à une interview de Giacomo Angelini au mois de mai. Et puis depuis quelques mois, subitement, on a l'impression qu'il y a de l'argent qui arrive au Standard. On peut quand même soupçonner tout doucement et petit à petit que l'actionnaire américain ACAP, qui n'a pas encore vendu les actions puisqu'il n'a pas encore officiellement d'investisseurs, est encore un tout petit peu là et met encore un petit peu d'argent dans le club sous la forme d'un prêt, avec forcément des intérêts. Et donc, ces intérêts, il faudra les rembourser. Et donc, tout ça devrait être remboursé par le Standard. Avec qui et comment, ça, la suite au prochain épisode. Messieurs, juste pour finir, un mot sur les propos de Marco Ilama Aritra en fin de rencontre, au micro du diffuseur, au micro de DAZN. Fred, tu peux déjà nous les rappeler rapidement? Oui. Donc, il a été interrogé sur l'accueil qu'il a reçu du public de Charleroi et spécialement des Ultras. Et il a dit, il m'avait promis l'enfer, je m'attendais à pire. Mais bon, connaissant ce club, je sais que... Je suis pas surpris. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Culotté. Manque de lucidité. Ça fait 3. Yves? Ouais, il devrait passer un petit coup de fil à Steven Defour. Ce que Frédéric avait fait avant le match. Voilà. Qui, risqué. Christophe? Revanchard et pour moi justifié. Parce que il s'est fait insulter tout le match de manière parfois joviale par le public. Donc il a répondu sans insulte. Mais je pense que son message était plus destiné à Mehdi Bayat, qu'il a quand même bien taclé avant le match dans des interviews. Un peu l'impression qu'il a tout mélangé. Mais en fait, c'est ça, moi, que je lui reproche, c'est qu'il en veuille à Mehdi Bayat. De toute façon, il n'a plus de compte à lui rendre. Donc il peut dire... Je trouve quand même que l'attitude du patron du Sporting de Charleroi n'a pas été très, très élégante. Là, il s'en prend aux supporters. Je rappelle quand même que... plutôt bien réagi en plus, ouais. Les supporters qui ont très bien réagi. Je rappelle quand même qu'il a été battu, que lui n'a pas franchement été bon. Dans ce cas-là, l'humilité rappelle parfois de plutôt la mettre en sourdine. Ou de s'en prendre directement à la personne. Parce que c'est vrai que quand il parle du club, il vise Mehdi Bayat. Et directement régler ses comptes avec Mehdi Bayat. Ce serait quand même plus clair. Après, on lui reconnaîtra un mérite, c'est d'être venu s'expliquer au micro. Déjà, et quand même de ne pas avoir pété les plombs pendant le match. On reparlait de Defour dans le Classico il y a quelques années. Et puis, voilà, juste quand même, et d'ailleurs Philippe Albert, pour ceux qui ont entendu les commentaires sur DAZN, s'était énervé à juste titre. Ces joueurs de Charleroi qui, pour se dire je vais gagner un peu de popularité auprès des supporters en allant embêter Marco Ilama Aritra, je trouve ça tellement petit, vraiment bête. Et surtout Gaudin, c'est ça, qui est, faut le dire, probablement un des joueurs les plus faibles de l'effectif de Charleroi cette saison au niveau technique, d'aller se permettre comme ça d'aller embêter pour vraiment juste dire alors qu'il vient de monter. C'est pas le folklore aussi derrière. Ouais, mais non, parce que pas lui, et il a jamais joué, il connaît pas. C'est pas lui. Et deux, comme dit Christophe, c'est de la pub gratuite vis-à-vis des supporters pour bien se faire voir. Et surtout, on en revient à Mehdi Bayat. Il faut voir comment Mehdi Bayat a conditionné certains joueurs, voire le groupe en entier, pour dire « Et rappelez-vous, Marco, ce vilain ». Tu penses qu'il y avait double prime à celui qui faisait péter les plans, Marco? Je plaisante. Mais en fait, des frotte-manches du patron, il y en a dans toutes les entreprises, et visiblement, il y en a dans les vestiaires de Charleroi aussi. En tout cas, on suivra avec attention la suite du programme du Standard qui s'annonce dantesque. La réception de Gand, un match à Anderlecht, déplacement contre Anderlecht, pardon. Contre Anderlecht, des déplacements à Bruges et la réception de l'Union. Ça promet d'être très chargé pour le Standard. On suivra tout ça de très près dans un prochain épisode du DH Football Club dans le décrassage. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.